Donc, je vais vous parler cet après-midi de l'usage des données thermodynamiques pour l'analyse des mécanismes d'oxydation. Je vais essayer de vous faire comprendre l'importance. Stéphane, excuse-moi, c'est Vincent qui parle. Tu peux te rapprocher de ton micro? On t'entendait beaucoup mieux tout à l'heure. Et là, tout d'un coup, tu es parti en voix lointaine. Ah, alors, je vais essayer de mettre plus fort, effectivement. Là, c'est mieux. Ouais. Attends. Alors, l'approche thermodynamique. Ah, zut, je ne vais pas y arriver. Je recommence. Alors, l'approche thermodynamique est d'autant plus importante qu'à haute température, la vitesse des réactions est généralement plus rapide que celle qui est liée au phénomène de corrosion à température ambiante. De sorte qu'un système va évoluer généralement assez vite vers son état d'énergie le plus stable. C'est le cas, par exemple, de cet alliage base-médium, dont on reparlera un petit peu plus tard, qui, finalement, au bout de 100 heures, s'est oxydé, ces éléments intégralement transformés en oxyde. Donc, dans de telles conditions, eh bien, le recours à la thermodynamique va s'imposer finalement à différents stades de l'étude, que ce soit a priori ou a posteriori de l'oxydation. Car eh bien, à l'échelle locale, pour comprendre ce qu'il se passe aux interfaces, eh bien, on sait qu'à ces températures-là, les équilibres sont atteints, et donc on va pouvoir utiliser ces données pour réfléchir un petit peu sur ces équilibres. Alors, en plus, on a affaire parfois, et l'exposé suivant le montrera, à des situations relativement compliquées où les alliages métalliques, d'une part, sont déjà multiconstitués, polyphasés, texturés, parfois contraints. On les place dans des environnements qui, là aussi, peuvent être très compliqués en termes de température, de pression, mais également de composition chimique qui peuvent être variées et complexes. On retrouvera par exemple les mélanges que l'on peut avoir, donc les mélanges de sel que l'on peut retrouver sur des turbines, ou encore des mélanges de CMAS que l'on peut retrouver là aussi en dépôt sur des turbines aéronautiques, voire des cendres plus ou moins volantes qui vont se déposer sur des échauffeurs dans les centres d'incinération des déchets par exemple. Donc, l'interaction entre l'environnement et l'alliage métallique lui-même génère un certain nombre de nouvelles phases, des oxydes, des nitrures, des sulfures, des carbures, et parfois c'est relativement compliqué de s'y retrouver. Et donc on peut se poser légitimement la question de quelles sont les espèces à prendre en compte, quelles sont les espèces qui vont avoir un rôle dans le mécanisme d'oxydation, et in fine, quelles réactions auront lieu prioritairement. Alors pour rendre compte des équilibres entre phases, eh bien, on a les diagrammes de phase à disposition. Alors, ceci, par contre, ne permet que d'identifier la composition des phases en équilibre, de définir quelles sont les phases qui sont présentes et leur structure. Maintenant, ces diagrammes ne spécifient en général jamais pour quelle valeur de pression d'oxygène ces mêmes équilibres ont lieu. Donc, finalement, on n'a aucune idée, au regard des diagrammes d'équilibre, de la force motrice qui existe et qui est à la base de la réaction d'oxydoréduction qui nous intéresse. De sorte que ce type de diagramme va se révéler souvent insuffisant pour pouvoir discuter des équilibres à l'échelle locale que l'on peut observer sur nos faciès d'oxydation. Consulter les diagrammes de phase, c'est bien, mais ce serait dommage de s'arrêter là, au vu du travail expérimental qu'ont mené nos aînés par le passé, puisque ils ont, à l'aide de différentes expériences souvent très chiadées, déterminé les données thermodynamiques qui vont nous intéresser, à savoir donc, les valeurs des enthalpies standards de formation, des entropies absolues standards. Ces grandeurs sont aujourd'hui tabulées dans un certain nombre de bases thermodynamiques, dans certains logiciels, FactSage, Thermocalc, et j'en passe, où vous allez pouvoir trouver effectivement ces données et raisonner, pouvoir travailler avec. Alors pour l'étude de l'oxydation à haute température, il y a l'approche thermodynamique qui va nous permettre, d'une part, a priori, de prévoir si un composé est stable ou non dans certaines conditions, de température, de pression, d'atmosphère, si une réaction est envisageable ou non, savoir s'il existe ou pas une force motrice
à l'origine de la réaction. Et puis, elle va nous permettre d'identifier quelles sont les espèces influentes que l'on doit considérer lorsque l'on veut réaliser une étude paramétrique. L'usage a posteriori va nous permettre donc de valider les mécanismes d'oxydation observés, va nous permettre de justifier à l'échelle locale des équilibres entre phases et donc de valider ou non un mécanisme donné. Enfin, je rappellerai que cette approche, par contre, ne donne pas d'informations sur la cinétique de la réaction ni sur les mécanismes qui sont limitants cinétiques. Tout d'abord, je vous rappellerai sur quoi se base cette approche. Donc, si on considère la température T un système constitué d'une phase, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, qui est composée même de Z corps purs, dont les deux mots associés sont Ni, Nj, etc., Nz, on associe à cette phase la grandeur thermodynamique G de T, ou enthalpie libre de Gibbs, qui va représenter la somme de toutes les contributions énergétiques du système, qu'elles soient enthalpiques ou entropiques. Et que l'on notera donc G de T égale à la somme de I égale 1 à Z, le nombre d'éléments présents, et Ni, mu I étant le potentiel chimique de l'espèce I. Et de façon molaire, l'écriture, on va s'écrire G de T égale à la somme de I égale 1 à Z, et Ni, la fraction atomique, multipliée par le mu I à la température T. Alors, cette fonction-là définit l'énergie du système que l'on considère, de la phase que l'on considère. Alors, si on considère la réaction d'oxydation, cet équilibre en trois phases, donc on peut réaliser un bilan énergétique sur cette réaction. Donc, on peut écrire que ΔRG, la réaction à température T, donc égale, bien sûr, ΔRH à T moins T delta S à T, qui est égal également à la somme des NUI, MUI, avec NUI, les coefficients stoichiométriques dans cette équation. Et donc, le calcul de cet enthalpie libre, finalement, doit être considéré comme un critère d'évolution, puisque si ΔG, effectivement, est négatif, ça veut dire que la réaction d'oxydation, tout simplement, est favorisée. Ça, tout le monde le sait. Alors, il faut voir aussi que derrière ce ΔG, eh bien, se cache bien entendu la force motrice de la réaction ou du phénomène de transport que l'on est en train d'observer. On peut réécrire donc, la loi de la diffusion, donc le flux, la densité de flux ici, comme moins d dV, d du potentiel chimique de I sur dx à une dimension. Donc c'est important de considérer cette variation d'enthalpie libre, puisque, encore une fois, je le répète, c'est vraiment la force motrice de la réaction qui nous intéresse. Donc, la variation d'enthalpie libre est également donc, liée à la constante de la réaction. Donc, lorsque on écrit cette réaction avec le mot de l'oxygène, eh bien, on peut mettre en évidence que la constante de la réaction évolue en 1 sur PdO2. Et à ce moment-là, donc, on peut construire ce que vous connaissez bien, les diagrammes de Milligam, que je vais vous montrer juste après. Et surtout, eh bien, on peut mettre en évidence quelle est la PdO2 qui règne à l'équilibre entre le métal et son oxyde. Donc, on a tous effectivement l'habitude de travailler avec ce type de diagramme qui représente donc, la fonction enthalpie libre en fonction de la température. Ici, pour les différentes réactions d'oxydoréduction des métaux les plus couramment observés, utilisés. Et donc, typiquement, cette représentation d'Ellingham-Richardson va permettre d'évaluer quelle est la pression d'équilibre à un intervalle donné entre le métal et son oxyde. Donc ça, ce sont des données qui vont être particulièrement intéressantes par la suite pour comprendre un peu l'évolution des phases qui peuvent se former. Alors voyons tout d'abord un premier exemple avec l'oxydation d'un alliage composite à base de niobium. C'est un alliage de base de niobium qui contient 25% de titane, 8% d'hafnium, 2% de chrome, 2% d'aluminium, 16% de silicium en métaux pourcent. Sa microstructure consiste en une solution solide, c'est la matrice que vous pouvez visualiser en sombre ici, et de siliciures qui vont renforcer les propriétés mécaniques de cet alliage. Donc 3 phases coexistent dans ce matériau. Alors si on
on regarde déjà le comportement en oxydation, donc en faisant une analyse thermogravimétrique. Donc, globalement, l'oxydation suit une loi plus ou moins parabolique, en tout cas au moins jusqu'à 80 heures, mais globalement parabolique. La représentation donc, de l'épaisseur en fonction de la racine carrée du temps des couches que l'on peut observer ici, la couche d'oxyde qui est là et la couche d'oxydation interne, sont linéaires, et donc on peut conclure que la vitesse cinétique ici est contrôlée par la diffusion à l'état solide. Alors, je vous montre effectivement ici ce faciès, donc une couche d'oxyde qui est à peu près 16-17 microns ici, et puis une large zone d'oxydation interne, et la solubilité de l'oxygène dans la solution solide de niobium est relativement importante, puisqu'elle atteint à peu près 5 à 6%, donc à la température de 800 degrés. Alors, en analysant ces faciès d'oxydation, on peut effectivement se rendre compte que l'oxygène est réparti de manière relativement homogène sur toute la zone d'oxydation interne. On peut se rendre compte que finalement les éléments du substrat peuvent être considérés comme immobiles. On retrouve effectivement en lieu et place le niobium, le titane, l'actinium, etc. Donc la microstructure le fantôme de la microstructure initiale est très bien lisible ici, et donc seul finalement l'oxygène diffuse à cette température. Alors, on se rend compte aussi qu'on peut assister donc, à l'interface entre la zone d'oxydation interne et l'oxyde, et bien à la conversion complète de l'ensemble des éléments qui sont présents dans cette phase ici. Et puis, on l'avait remarqué aussi lors de cette étude que la concentration d'oxygène dans la solution solide de niobium, ici, peut atteindre 38% atomique, une valeur bien supérieure à la limite de solubilité attendue. Alors, en faisant un bilan matière, bien, on se rend compte ici que la somme des pourcentages, donc la somme de l'oxygène, donc les 38%, bien, finalement peuvent correspondre à la formation évidemment, de TiO2, AlSO3 et HFO2 dans toute cette zone d'oxydation interne. Alors, que montrent ces résultats, ces observations? Eh bien, elles montrent que le faciès de section est parfaitement en phase avec la thermodynamique, puisque les éléments présentant une affinité pour l'oxygène supérieure à celle du silicium vont s'oxyder dans la zone d'oxydation interne. Donc ici, le titane, l'actinium, l'aluminium, ils sont oxydés, et les éléments qui présentent une affinité avec l'oxygène plus faible, comme le niobium, le chrome, eh bien, vont se retrouver encore à l'état métallique. Et donc, l'interface oxyde, zone d'oxydation interne, donc, est contrôlée par la PDO2 du couple Si et SiO2, alors qu'à cette interface ici, entre la zone d'oxydation interne et l'alliage sain, eh bien, la PDO2 est imposée par le couple TiO2, de sorte qu'on peut connaître ici le gradient qui s'établit entre ces deux interfaces. Alors, l'intérêt, donc là, effectivement, ça permet de comprendre quel est le mécanisme qui opère ici, mais surtout, ce type d'analyse va vous permettre de définir et de donner les clés, finalement, de l'optimisation de ces matériaux, puisqu'il va falloir effectivement essayer de diminuer le gradient de PDO2 qui peut exister entre ces deux interfaces. Ça peut être fait en modifiant le coefficient de diffusion de l'oxygène, si l'on peut, à travers cette couche d'oxydation interne. Bref, voilà, cette analyse va vous permettre donc de donner des pistes pour optimiser ce type de matériau. Alors, et puis au passage, puisque notre présentation relative aux EDR concorde, vous avez tous remarqué que les siliciures se retrouvent effectivement fracturées lors de l'oxydation dans la zone d'oxydation interne. Et donc effectivement, l'oxydation des éléments titane, aluminium va conduire à une expansion de la solution solide, alors pas dans n'importe quelle direction, mais dans la direction perpendiculaire à la surface, de façon à ce que les siliciures
fort, très peu déformables, vont subir donc, une contrainte de traction vers l'extérieur et vont se trouver, in fine, rompus lorsqu'on va dépasser la contrainte qu'ils peuvent supporter. Et donc, on a été, sur cette étude, capable d'identifier quelle était la variation volumique de la solution solide liée à l'oxydation interne. Voilà pour un premier exemple où finalement la thermodynamique est vraiment très intéressante pour réfléchir sur le mécanisme d'oxydation. Alors, je vais vous présenter un deuxième cas qui est cette fois l'oxydation du chrome à haute température, voire très haute température, puisque je parlerai de 1300 degrés. Alors, l'oxydation du chrome à haute température à l'air se caractérise par la formation d'une couche de chromine, bien sûr, que l'on peut retrouver ici, et puis d'une couche de nitrure. Alors, sur un échantillon cylindrique, on la voit très bien, cette couche de nitrure. Hein. Et lorsqu'on suit la variation de masse en fonction du temps, donc en gravimétrie, eh bien, on peut visualiser une mesure qui est plus ou moins parabolique si avec on voit des ruptures dans la couche d'oxygène. Effectivement, on est à très haute température, les contraintes de croissance sont très élevées ici, et donc la couche de chromine peut se rompre successivement. Alors, une question qui peut se poser dans un cas comme celui-là, c'est finalement, est-ce que la formation des nitrures qui affecte mécaniquement la couche d'oxyde, la couche de chromine, ce qui va supposer la diffusion de l'azote à travers la couche, ou bien est-ce la rupture de la chromine qui engendre le phénomène de nitruration? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, je vous propose de m'intéresser au diagramme de prédominance des espèces. Alors, pour construire ces diagrammes de prédominance, eh bien, d'une part, on a besoin d'identifier l'espèce présente. Donc, il s'agit du chrome, de ces oxydes, de ces nitrures. Et puis, en consultant les tables, eh bien, on peut donc aller chercher les valeurs qui sont renseignées donc, sur les enthalpies de formation de ces différents composés. Et donc, aller chercher pour la température qui nous intéresse donc, les valeurs associées. Alors, à partir de ces grandeurs, ces 4 grandeurs, finalement, là, j'ai tracé le diagramme pour la température de 1000 degrés. À partir de ces 4 grandeurs, eh bien, on est capable de définir donc, ce qu'on va appeler un diagramme de Kellogg, P2N2, P2O2, qui va renseigner sur les domaines où ces différentes espèces sont stables, qui sont les plus. Alors, la construction. Stéphane, excuse-moi, c'est encore Vincent. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Non, il y a des moments où le son devient très très lointain et on te perd. Ouais, je vais essayer. Alors, la construction va nous. Ah non, t'es reparti. T'es reparti au long. Est-ce qu'il y a un problème quand tu passes en plein écran? Je ne sais pas. Alors, les enthalpies libres associées à ces réactions, c'est 4 composeurs que l'on a. Donc, l'écriture des constantes d'équilibre va vous permettre de déterminer les relations qui existent entre les pressions partielles en oxygène et en alcool. In fine, on obtient ce type de diagramme. Donc, le log de P2O2 en fonction du log de P2N2, où est défini les domaines d'existence des différentes espèces. Vous voyez ici les nitrures, les oxydes et le domaine du chrome. Alors, que nous dit ce diagramme? Eh bien, effectivement, lorsque l'on va placer du chrome au contact de l'air, on est dans le domaine de CR2O3, on va former cet oxyde en surface de la pièce. Alors maintenant, si on considère qu'il existe un gradient de pression d'oxygène à travers la couche d'oxyde, eh bien, on peut suivre un chemin de diffusion qui diminue la P2O2 qui nous amènerait à la formation des nitrures, donc à l'interface entre la couche de chromine et le chrome. Donc potentiellement, on peut s'attendre, si l'azote diffuse à travers la couche, donc, à observer ce faciès d'oxydation. Maintenant, si on travaille à 1300 degrés,
situation est légèrement différente puisque à 1300 degrés, le domaine des nitrures est translaté vers les P2N2 plus élevés et on se rend compte que sous air, eh bien, donc c'est toujours bien sûr la chromine qui est l'espèce stable, mais lorsque on va devoir imaginer un gradient de P2N2 pour expliquer que le nitrure CR2N peut se former, eh bien, on se rend compte que la force motrice de cette diffusion, finalement, doit être très faible, puisque le chrome est quasiment l'espèce stable sous un atmosphère d'azote. Donc le gradient d'activité en azote entre l'atmosphère et le chrome est ici très faible. Donc ce qui nous incite à penser que la seule possibilité pour observer un faciès comme celui-là, avec une large couche épaisse de CR2M qui se forme ici, est liée, donc non pas à la diffusion, mais à la rupture de la couche oxyde qui va donner accès accès au chrome et donc à la formation de CR2M. Voilà, donc j'espère qu'à travers ces deux exemples, je peux vous montrer en quoi l'approche thermodynamique peut vous apporter un certain nombre d'éléments. Elle peut vous permettre donc de définir ces composés stables dans certaines conditions, température, de pression, une atmosphère donnée. Si une réaction est envisageable ou d'identifier la force motrice liée à la réaction qui est observée. Et puis, elle nous montre, notamment dans le cas du chrome, que le phénomène diffusionnel n'est pas possible à travers la chromine pour expliquer la formation de CR2N, et donc elle va nous permettre de valider ou d'invalider un certain nombre de mécanismes que l'on observe. Voilà, et je voulais donc finir cet exposé par un point de vocabulaire. Attention, ce que l'on fait ici, c'est de la prévision et non pas de la prédiction. Prédire, c'est annoncer d'avance ce qui doit arriver par intuition, raisonnement ou lecture. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait ici. On fait utiliser le travail de nos aînés, donc, qui ont travaillé donc, à établir ces données thermodynamiques, et donc qui vont nous aider ici à faire de la prévision.